Donc nous voilà dans la deuxième section de ce chapitre dédié à l'estimation, enfin au calcul des forces de pression exercées par exemple par de l'eau sur une paroi plane, dans un réservoir, sur une porte d'écluse. Et donc après avoir abordé dans la première section des rappels, pour la majorité d'entre vous, sur les caractéristiques géométriques d'une section, le centre de surface, les moments statiques, les moments quadratiques. Nous allons maintenant rentrer dans la partie mécanique du chapitre avant de conclure, ici encore avec un exemple maritime. Alors, comment calculer la résultante des forces de pression exercées par un liquide sur une surface plane? Alors, je vais décrire la figure que vous voyez à l'écran. La surface plane apparaît grisée dans le plan de la figure. Elle est représentée par une surface rectangulaire. Le point G représente le centre de surface. Ce point est situé à une distance dans le plan de la plaque égale à ZG. ZG étant la distance entre l'axe grand X qui passe par le centre et l'axe petit x que nous avons attaché en haut de la plaque à l'origine du repère. Cette plaque est immergée dans un liquide de masse volumique ρ et l'angle que fait cette plaque avec le plan horizontal, la surface libre, est égal à alpha. Voilà pour les principales caractéristiques. Au-dessus de la surface libre, nous avons de l'air, et donc la pression ionosphérique, représentée traditionnellement par un nuage, dans mes cours, s'applique sur cette surface libre. Et donc nous aimerions savoir quelles sont les forces de pression qui agissent sur cette surface qui est volontairement inclinée d'un angle alpha, de façon à ne pas se placer d'entrée de jeu dans un cas particulier d'une paroi verticale. Alors, un peu de géométrie au départ. Si on regarde en coupe ce qui se passe, l'axe Z représente la trace dans le plan petit y, petit z de la surface plane. On revoit l'angle alpha. La distance entre l'axe X qui pointe vers vous et le point G mesuré le long de l'axe Z est égale à ZG. La profondeur de ce même point est égale à HG. Et on va prendre un point courant M qui, lui, sera situé à une distance Z, grand Z, et à une profondeur petit z. C'est ce que vous voyez ici. Alors on va utiliser une propriété de la statique des fluides qui nous dit que dans un fluide de repos, tout plan horizontal est en particulier un plan isobare. On peut rappeler aussi, et bien que ce ne soit pas le cas nous n'avons pas besoin dans ce chapitre, on peut rappeler que ce plan horizontal est un plan isotherme également, et c'est un plan d'isoconcentration. Alors le plan est isobare, ça veut dire que la pression étant aussi une grandeur isotrope, je m'en vais pouvoir calculer très facilement la pression en un point M situé dans ce plan en regardant tout ce qu'il y a au-dessus. Donc on fera apparaître au point M la pression atmosphérique plus le poids de la colonne d'eau qui surmonte ce point M, et ce point M immergé d'une profondeur verticale petit z. Donc c'est ce que l'on voit apparaître ici. La pression est égale à la pression atmosphérique plus ρg petit z. On a pour habitude de ne pas travailler directement avec la pression, mais on va travailler en pression relative. En fait, qu'on appelle aussi pression effective, c'est l'écart entre la pression petit p et la pression atmosphérique. En fait, c'est l'écart par rapport à la pression atmosphérique qui va créer naturellement des conséquences. Et cet écart, on l'appelle, enfin on le note P indice prime, c'est la pression effective ou la pression relative. Donc P' est égal à ρg petit z. On remarque également que nous avons affaire à un triangle rectangle en utilisant la propriété de la fonction sinus. Sinus alpha est égal à petit z sur grand z, ce qui nous permet de tirer tout de suite la valeur petit z égale grand z fois sinus alpha que nous remplaçons dans la composante P'. En rappelant que la pression, c'est la composante normale du vecteur contrainte. Donc P' est égal à ρg, grand Z sinus alpha, et il s'agit de la composante normale du vecteur contrainte.
Alors, rappelons très rapidement sur cette figure la notion de contrainte. Eh bien, le vecteur contrainte, c'est la limite quand l'élément de surface ds tend vers 0 du rapport df sur ds, et c'est ce qui va nous permettre de passer des contraintes aux forces. Eh bien, pour passer d'une force à une contrainte, il suffit de diviser la force par la section, et donc, puisque nous connaissons la pression, en multipliant par la surface, on aura la force. Donc, l'élément de force df va être égal à la composante normale du vecteur contrainte P' que multiplie ds. Nous avons vu que P' était égal à ρg grand Z sinus alpha. Donc l'élément de force, la force élémentaire df, va être égal à ρg grand Z sinus alpha que multiplie ds. Encore une fois, lorsqu'on veut calculer une force, eh bien on va faire la somme des forces élémentaires. Donc c'est ce qui est exprimé ici. Grand F va donc être égal à l'expression que vous voyez à l'écran. Alors, en supposant que la géométrie étudiée permette de dire que ρ et G ne dépendent pas de S, puisque nous l'avons sorti du signe somme, ce qui veut dire que nous négligeons la variation de la masse volumique en fonction de la profondeur, au même titre que nous négligeons la variation de G, l'accélération de la pesanteur, en fonction de la profondeur, et ceci est tout à fait raisonnable dès lors qu'on va travailler avec des surfaces planes de quelques mètres et pas de quelques centaines de mètres immergés. Ce qui est le cas, par exemple, d'une porte d'écluse. Donc, la définition du centre de surface, explicitée dans la première séquence de ce chapitre, nous permet de dire que le produit de S par grand Z indice G est égal au moment statique. Et donc, on va remplacer, lorsqu'on va faire la somme des forces élémentaires, eh bien l'intégrale que vous avez vue sur le transparent précédent pour obtenir que la résultante des forces liées à la pression, donc la somme des forces élémentaires, est égale à ρg, que j'ai pu sortir du signe somme, sinus alpha, que j'ai pu sortir du signe somme, que multiplie, eh bien, grand S, que multiplie grand Z, indice G. Alors, j'ai rappelé ici l'expression précédente. Je vais la réécrire différemment en me rappelant qu'il y a aussi un triangle semblable à celui que nous avons utilisé précédemment. Et dans ce triangle rectangle rouge, sinus alpha est égal au côté opposé, HG, sur l'hypoténuse, ZG. Et donc je m'en vais remplacer sinus alpha ZG par HG. C'est ce que vous voyez dans la formule qui est encadrée. Donc en remplaçant ZG sinus alpha par HG, on peut réécrire l'expression de la force de pression sous la forme d'un produit de 4 termes, ρ, G, HG, grand S. J'ai regroupé les 3 premiers termes dans une parenthèse, de façon à dire que la résultante des forces de pression, liées à l'eau qui s'exerce sur la surface, est égale au produit de 2 termes, d'une part la surface, sur laquelle s'exerce la pression de l'eau, et d'autre part, eh bien, le terme ρGHG n'est autre que la pression qui s'exerce au centre de surface. Et donc, on peut dire que la résultante des forces de pression est égale au produit de la surface de la paroi par la pression qui s'exerce au centre de surface, ici, d'une paroi rectangulaire immergée. Donc, la force de pression dépend naturellement du niveau d'eau qui est retenu. Alors, dès lors que l'on a démontré cette relation, on va pouvoir l'utiliser dans le cas d'une porte d'écluse verticale, ce que vous voyez à l'écran, qui est rectangulaire, de largeur B et de hauteur H. En fait, nous retenons de l'eau sur une hauteur H. On va prendre un petit élément de surface, on va repérer la normale unitaire sortante à ce petit élément de surface, de façon à exprimer dF, la force élémentaire qui s'exerce sur ce petit élément de surface. L'eau est retenue à gauche de la paroi dans le plan de la figure et sa masse volumique est repérée par la lettre grecque ρ. Donc la composante normale du vecteur contrainte df est égale à P' que multiplie ds et portée par n. La pression effective est égale à ρgz, z étant
la position du petit élément de surface dans le plan de la figure, et l'origine de l'axe des Z a été pris au niveau de la surface supérieure. L'élément de surface est égal à B dz, puisque nous avons une paroi rectangulaire, et donc la force élémentaire, bien en remplaçant dans l'expression précédente P' par rho Gz d'une part, et en remplaçant ds par BdZ d'autre part, nous donne l'expression de la force élémentaire. Et on va faire quoi? Bien, on va faire la somme des forces élémentaires pour obtenir la force de pression. Donc on va faire la somme de 0 à petit h sur la hauteur de la paroi de la force élémentaire. Bien, sans surprise, Z va devenir Z2 sur 2. Donc nous allons obtenir du H2 sur 2. Et on peut regrouper tous les termes que vous voyez là, de telle sorte à faire apparaître d'une part la surface c'est B fois H, et donc d'autre part, rho GH sur 2. Rho GH sur 2, c'est la pression qui s'exerce au centre de paroi. Donc voici encore une autre démonstration appliquée cette fois-ci à une paroi verticale et une paroi rectangulaire. Alors, dès lors que l'on connaît l'intensité de cette force de pression, on va se demander quel est le point résultant. En effet, l'eau va avoir tendance à faire basculer la paroi verticale sous l'effet de la pression, et donc pour avoir le moment de basculement, on fera le produit de la force par le bras de levier, et le bras de levier va permettre de positionner le centre de pression. Alors pour calculer le centre de pression, on va dire que le produit de la force F que nous venons de calculer par la profondeur du centre de pression, donc ZP c'est la position le long de l'axe grand Z de ce centre de pression, est égal à somme sur S de Z fois dF. Vous avez une formule qui est complètement similaire à celle que nous avions utilisée à partir des moments statiques pour calculer le centre de surface. On va remplacer F par l'expression de la force de pression que nous avons calculée, alors dans le cas général d'une paroi inclinée. On va remplacer dF par l'expression des forces élémentaires, et donc lorsque l'on met ces deux expressions de part et d'autre du signe égal, nous allons pouvoir nous livrer à des simplifications. En particulier, vous voyez, les termes rho G sinus alpha vont pouvoir disparaître, puisqu'ils ne sont pas nuls. Sinus alpha, la paroi n'est pas horizontale, la paroi ne flotte pas sur l'eau. Rho est différente de 0, la masse volumique d'un fluide, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. La constante qui traduit l'accélération de la pesanteur n'étant pas nulle, donc je suis en droit de faire cette simplification. Et donc, en recollant ou en raboutant les morceaux, nous obtiendrions à gauche du signe égal S que multiplie ZG que multiplie ZP, et à droite du signe égal, bien, somme sur S de Z2 ds. Ce qui m'intéresse, c'est l'inconnu Z indice P, que je conserve à gauche du signe égal. Et donc Z indice P, c'est somme sur S de Z2 ds. Je vois apparaître un moment quadratique, un moment d'inertie axiale, divisé par des caractéristiques géométriques que je connais. Grand S, c'est la surface, et Z indice G, c'est la position du centre de surface par rapport à l'axe supérieur. Au numérateur, nous avons donc I grand X, et au dénominateur, nous avons Z, G que multiplie S. Donc on applique le théorème de Huygens pour traduire l'inertie par rapport à un axe petit x en fonction de l'inertie par rapport à un axe grand X qui passe par le centre de section. Ceci fait apparaître au numérateur I grand X plus le carré de la distance entre ces deux axes. Le carré de la distance, c'est ZG, que multiplie la surface. C'est l'application du théorème de Huygens que nous avons énoncé dans la première séquence. On peut faire une séparation faisant apparaître ZG d'un côté, plus I grand X sur S fois ZG. Toutes ces quantités sont positives, ce qui veut dire que le centre de pression, ZP, sera situé en dessous du centre de la surface, ZG, puisque tous ces termes sont positifs. Donc la position du centre de pression, ZP, la position le long de l'axe Z du centre de surface, eh bien nous avons un centre de pression qui sera situé en dessous du centre de surface.
Donc on peut ramener tous ces calculs le long de l'axe Z en projection sur un axe vertical, toujours pareil en utilisant un triangle rectangle, faisant apparaître l'angle alpha, soit dans le grand triangle où nous avons sinus alpha qui est égal à HP sur ZP, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, soit dans le petit triangle rouge où nous avons pour le côté opposé H indice G et pour l'hypoténuse Z indice G. Donc en remplaçant tout ceci dans l'expression précédente, la profondeur du centre de pression, HP, est égale à la profondeur du centre de surface, HG, plus bien la quantité que vous voyez apparaître à l'écran. Donc la profondeur du centre de pression ne dépend pas du liquide retenu. Vous ne voyez pas apparaître ρ, ça a été simplifié dans la démonstration à juste titre. Donc la profondeur du centre de pression est indépendante du liquide que vous retenez derrière la paroi. Par contre, la force de pression, elle, dépend de la nature du liquide. Si vous retenez de l'eau sur une hauteur H, vous aurez une résultante des forces de pression qui sera plus grande que si vous retenez de l'huile sur une même hauteur. Pourquoi? Parce que la masse volumique de l'eau qui est égale à 1000 kg par mètre cube est supérieure à la masse volumique de l'huile qui par exemple est égale à 920 kg par mètre cube. Revenons au cas particulier d'une surface rectangulaire verticale de largeur petit b et de hauteur petit h. Nous avions calculé la résultante des forces de pression précédemment. On va maintenant calculer à partir d'une notion d'équilibre la position de la résultante de ces forces de pression, c'est ce qu'on va appeler le centre de pression, en se demandant ce que vaut le moment de renversement. C'est la somme des moments élémentaires. Le moment élémentaire, on le calcule à partir d'un produit vectoriel, OM vectoriel df. OM, c'est un vecteur qui a pour longueur petit z porté par l'axe EZ, et df est porté par l'axe n qui est opposé à l'axe y. Donc c'est ce que l'on va voir ici. OM est égal à z fois EZ et df est égal à moins, puisque nous projetons ça sur l'axe y, rho g z b dz. On va faire le produit vectoriel de EZ par EY. Cela va faire apparaître le vecteur EX et donc les forces vont tendre à faire tourner la surface autour de l'axe X. C'est pour ça qu'on a besoin de résister à partir du moment quadratique de cette section autour de cet axe. Donc on a développé l'expression précédente. Voilà le moment élémentaire, et il va falloir faire la somme de ces moments élémentaires lorsque le petit élément de surface que vous voyez à l'écran balaye l'intégralité de la surface rectangulaire. Et donc lorsqu'on va passer de 0, d'une altitude z égale 0, à une altitude z égale h. De la même façon que précédemment, nous pouvons sortir ρ et g du signe somme. La largeur de la porte de l'écluse est constante, petit b. Donc Z2 dz, lorsqu'on l'intègre de 0 à h, va nous donner H3 sur 3. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Donc voilà l'expression du moment. Alors on va utiliser l'expression de ce moment pour définir la position du centre de pression en disant que le centre de pression, qu'on va appeler petit p, va être défini à partir de l'égalité entre le moment et le produit vectoriel de la force F par son bras de levier OP. Voilà, donc exprimé à partir d'un produit vectoriel. Donc de la même façon, F, nous le connaissons depuis tout à l'heure. Il s'agit du produit de la surface par la valeur de la pression au centre de la surface. Puisque la surface fait une hauteur petit h, le centre de surface est à une distance h sur 2, et la pression en ce point, c'est ρg h sur 2. De la même façon, le vecteur OP s'écrit ZP, il n'y a qu'une seule composante, fois EZ. De la même façon, on va exprimer le produit vectoriel EZ par EY, il s'agit de moins EX, et donc voilà l'expression du moment que vous voyez apparaître à l'écran. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales, donc on va pouvoir à partir de cette relation tirer la valeur très simplement de ZP. ZP est égal à 2/3 de H. Alors ça, on pouvait le prédire parce qu'on sait que
Les pressions sont distribuées, alors pardon, les pressions effectives sont distribuées sous forme d'un triangle derrière la paroi, et donc la position du centre du triangle, eh bien, nous sommes situés à 2/3 de la hauteur. Voilà, c'est ce que vous retrouvez ici avec une démonstration plus formelle. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette seconde section qui a permis de tirer profit des caractéristiques géométriques que nous avions introduites dans la première séquence, et l'application de choses simples en mécanique nous a permis de définir d'une part la valeur de la résultante des forces de pression, qui encore une fois dépend du liquide que vous retenez derrière une paroi plane, et a permis de définir d'autre part la position du centre de pression, qui lui est une caractéristique purement géométrique qui ne dépend pas de la masse volumique du liquide qui est retenu. Et donc pour terminer, vous voyez ici des photos sans doute fort anciennes, puisque nous sommes en 2010, du chantier de l'Hermione, bateau qui va prendre la mer très prochainement, alors nous sommes en 2015, pour traverser l'Atlantique. Et donc à la différence de la première photo que vous aviez vue dans la séquence 1, qui était une cale sèche, vous avez ici ce qu'on appelle un radoub. Eh bien, c'est la même chose, mais qui est à pied sec sur le continent, avec une porte d'écluse que vous voyez dans le plan de la figure. Et donc, dès que le bateau a été fini, on a ouvert la porte de l'écluse, on a rempli le radoub avec de l'eau, et l'Hermione a pu sortir sur la Charente pour recevoir son mât et ses voiles. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, et il va naturellement être conclu par un petit quiz pour vous aider à capitaliser de l'information ou à vous livrer à des exercices. Qu'appelle-t-on pression effective ou pression relative? Démontrer que la force de pression qui s'exerce sur une paroi plane est égale au produit de la pression qui s'exerce au centre de la surface plane par la surface de la paroi. Appliquer le résultat précédent à une paroi verticale rectangulaire, retenant de l'huile sur l'une de ces deux faces, l'autre face étant au contact de la pression atmosphérique. Vous vous doutez bien que si nous avons la même hauteur de liquide sur les deux côtés de la paroi, nous n'aurons pas de renversement. Que se passe-t-il si le niveau d'huile n'atteint que la moitié de la hauteur de la paroi? Et enfin, pour terminer l'exercice, démontrer que le centre de pression est toujours au-dessous du centre de la paroi et vérifier le résultat sur la paroi rectangulaire précédente, retenant de l'huile sur l'une de ces deux faces. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous invite à faire ces exercices, plus le petit cahier, les exercices du petit cahier qui vous sera distribué en cours, et nous nous retrouverons dans d'autres chapitres de mécanique des fluides qui se voudront être aussi pragmatiques que celui que nous avons découvert aujourd'hui. Merci encore de votre attention et à bientôt.